Et salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la créatine. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes que j'ai fait il y a un petit moment déjà, mais qui sont toujours valides. Donc si évidemment, avant d'écouter cet épisode-là, tu as envie d'en savoir plus sur la créatine, sur les différentes formes qui existent, les meilleures formes à prendre, également quels sont les rôles de la créatine, comment ça fonctionne, etc., le dosage, bref, de tout savoir, eh bien, je t'invite à aller sur mon podcast à taper en fait Nourris ta santé créatine et tu peux écouter mes autres épisodes dessus. Mais aujourd'hui, je vais parler de la créatine et cette fois-ci, pas dans l'aspect plutôt sport, même si ça peut avoir un lien, mais plutôt l'aspect cognition, l'aspect cerveau, puisque effectivement la créatine, on en parle de plus en plus, mais il semblerait que ça ait des effets sur la santé du cerveau, sur la cognition, sur la mémoire. Bref, je vais un petit peu tout discuter ici avec les dernières recherches. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet récemment et j'ai lu les dernières études à ce sujet-là. Donc globalement, je peux te dire un petit peu où est-ce que ça en est actuellement. Est-ce que la créatine a réellement des effets sur ta cognition? Est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu surévalué? Bref, je vais un petit peu tout expliquer. Et d'abord, j'avais envie de parler en fait de pourquoi on parle de la créatine en lien avec le cerveau. Enfin, concrètement, dans le contexte, généralement, on parle de la créatine dans les muscles, donc de la phosphocréatine. Mais pourquoi on parle de la créatine d'un coup dans le cerveau? Eh bien, en fait, il faut savoir que la créatine, déjà, où est-ce qu'elle est produite dans le corps? Eh bien, elle est produite principalement au niveau du foie, même si elle est un petit peu produite aussi au niveau du pancréas et aussi au niveau des reins, mais ça, c'est en beaucoup plus petite quantité. Mais le cerveau, et on a remarqué que le cerveau était aussi capable de produire de la créatine, puisque lui-même avait besoin de créatine pour fonctionner. Évidemment, la production en partie de créatine dans le foie va être transportée dans le cerveau, donc il n'y a pas que, enfin, le cerveau ne produit pas de la créatine en quantité du moins suffisante pour lui-même. Donc, il y a aussi une part de la production du foie qui va venir dans le cerveau et traverser ce qu'on appelle la BBB, donc la Blood-Brain Barrier, donc on va dire la couche qui sépare le reste de ton corps de ton cerveau, puisque effectivement, cette barrière-là est très importante, puisque c'est elle qui évite à un énorme nombre de molécules de ne pas passer. C'est vraiment une douane qui est extrêmement sévère, la BBB, puisque en fait, si certaines molécules de ton corps rentrent dans ton cerveau, ça peut causer des énormes problèmes et même causer la mort. Donc, heureusement que cette barrière est là. Mais en tout cas, cette barrière est très indulgente avec la créatine produite dans le foie, même si les études pour le moment ont tendance à dire que par rapport à la quantité, on va dire, qui vient de base pour être transportée dans le cerveau, une très petite quantité est réellement enfin, prise en compte dans le cerveau. Parce que en fait, le problème, c'est que cette barrière-là, elle est certes très stricte, mais elle est aussi très peu perméable. C'est-à-dire que certaines molécules ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal à rentrer, même si de base, elles sont permises, on va dire, enfin, elles ont le droit de rentrer. Et apparemment, c'est le cas pour la créatine. Mais en tout cas, oui, le foie peut envoyer des molécules justement de créatine dans le cerveau en prenant pour traverser cette BBB le transporteur qu'on appelle le CT1, qui est d'ailleurs de plus en plus étudié parce qu'on ne sait pas encore tout sur celui-là. Et en plus de ça, eh bien, le cerveau, du moins les neurones et les oligodendrocytes, qui sont deux grandes familles de cellules dans le cerveau, sont en mesure de produire de la créatine. Par contre, les astrocytes, qui est une autre famille, n'est apparemment pas capable de produire de la créatine, ou du moins c'est pour le moment ce qu'on en sait. Au niveau de la production, j'en ai un petit peu parlé. Maintenant, au niveau des rôles, eh bien, en fait, la créatine, elle est nécessaire dans le cerveau. C'est exactement pour la même raison que pour les muscles. C'est-à-dire que pour le métabolisme de l'énergie, donc pour renouveler en fait l'ATP dans le cerveau, pour toutes les tâches cognitives, etc. Parce qu'au final, le cerveau, si tu te rends compte au niveau des dépenses énergétiques dans la journée, le cerveau consomme énormément d'énergie. C'est-à-dire que au niveau du poids de notre corps, le cerveau n'est pas une très grande partie de notre poids. Mais par contre, au niveau des dépenses, eh bien, on considère que dans tout notre corps, eh bien, il y a le cerveau participe à 20% des dépenses énergétiques de la journée. Alors que pourtant, ce n'est pas du tout 20% du poids de notre corps. Enfin voilà, le cerveau est vraiment très énergivore et ça peut se comprendre. Mais en tout cas, le cerveau a besoin lui aussi de créatine pour bien fonctionner. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se dit, bah, au final, vu que le cerveau a besoin de créatine pour bien fonctionner, et notamment pour la cognition, eh bien, est-ce que supplémenter ne permettrait pas d'augmenter la cognition? Et c'est justement de base pour ça qu'on s'intéresse à ce sujet. Avant de parler de la cognition, je vais aussi parler de trois grandes catégories. Je vais parler à la fois des traumatismes
crâniens. Je vais également parler des maladies neurodégénératives et je vais également parler des problèmes de mood, enfin du moins des symptômes dépressifs, donc par exemple la bipolarité, des choses comme ça. Ça a été aussi étudié par rapport à la créatine et je pense que c'est intéressant que je parle plutôt aussi euh, des différentes maladies en fait qui pourraient potentiellement bénéficier aussi de la créatine, ou du moins pas que des maladies, mais aussi on va dire des impacts comme par exemple les traumatismes crâniens. Au niveau des traumatismes crâniens, justement, eh bien, c'est intéressant, et notamment pour les sportifs de sport de combat, puisque évidemment les concussions, les choses comme ça, enfin, les impacts au niveau de la tête peuvent se faire et peuvent être reçus malheureusement assez fréquemment. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, la créatine à ce niveau-là, même si on ne sait pas encore énormément. Parce que, en effet, gros problème, et là je le dis d'avance parce que tu vas voir que ça va être un peu le cas pour tout pour le moment, mais le gros problème avec la créatine par rapport au cerveau, c'est que c'est assez nouveau et du coup, déjà, on n'a pas énormément d'études. En plus, on n'a pas énormément d'études qualitatives, c'est-à-dire avec un échantillon relativement grand, donc assez de personnes dans l'étude. Également avec un protocole qui est plutôt qualitatif, c'est-à-dire le fait de randomiser, le fait de faire à l'aveugle, etc., à double aveugle, ces choses comme ça. Bon, si tu es familier avec la science, tu vois de quoi je parle. Mais si tu n'es pas familier, globalement, c'est certains paramètres de qualité qui ne sont pas respectés dans beaucoup d'études encore par rapport à ce sujet-là. Mais en tout cas, le problème aussi, c'est que les protocoles qui sont utilisés pour le moment ne sont pas répliqués. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs études disponibles pour chaque sujet. Donc, par exemple, pour les traumatismes crâniens, il y en a plusieurs. Le problème, c'est que si, par exemple, un des protocoles semblerait avoir des effets bénéfiques, eh bien, pour le moment, aucune autre étude n'a répliqué la chose. Et donc, on ne peut pas dire, ce n'est pas possible en science de dire que oui, ça a un effet parce qu'une seule étude l'a montré. Il faut toujours qu'il y ait plusieurs études qui utilisent le même protocole et qui trouvent en fait les mêmes effets. Et là, pour le moment, le problème, c'est que la créatine et le cerveau, eh bien, cet aspect réplication, on l'a vraiment très peu. Donc, je ne pourrais pas dire dans cet épisode avec certitude que ça a cet effet-là. Je vais juste donner ce qu'on a trouvé pour le moment, des hypothèses, des pistes, mais en tout cas, c'est pas sûr à 100%. Mais voilà, pour revenir au niveau des traumatismes crâniens, eh bien, globalement, ça aurait des effets bénéfiques sur les symptômes. C'est-à-dire que s'il y a déjà un traumatisme crânien, eh bien, ça aurait des effets bénéfiques sur les symptômes comme la fatigue, etc. Après, donc, ce qu'on appelle les TBI, donc Traumatic Brain Injury. Donc, globalement, c'est ça. Et au niveau des concussions, donc plus les impacts au niveau du crâne lors, par exemple, de sports de combat, etc., il semblerait y avoir aussi des effets bénéfiques sur les symptômes. Une explication possible avec ça, c'est que normalement, lors des TBI, donc lors des traumatismes crâniens, eh bien, la concentration dans le cerveau de créatine diminue. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais peut-être que le fait de se supplémenter justement en créatine va venir pallier en fait ce manque de créatine qui est présent durant ce genre de blessure en quelque sorte. Et donc, peut-être que ça aide avec les symptômes à récupérer plus vite. En tout cas, pour le moment, on a remarqué que chez, par exemple, des jeunes adolescents, eh bien, ça avait tendance à améliorer la récupération avec une dose qui était de 0,4 g par kilo de poids de corps par jour de créatine. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça n'a pas été répliqué et donc je ne peux pas te dire avec certitude que cette quantité-là est vraiment la plus optimale et que de manière générale, la créatine est vraiment très bénéfique pour ce genre de situation. Ensuite, deuxième catégorie des choses que je voulais parler avant la cognition, eh bien, ce sont les maladies neurodégénératives. Donc, il y en a plusieurs. Il y a déjà la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, d'un point de vue théorie, on se doute que la créatine a vraiment un grand rôle. Pourquoi? Parce que déjà, quand on a une maladie d'Alzheimer, donc les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ont une concentration en créatine qui est plus faible dans le cerveau. Et en plus de ça, eh bien, il semblerait, on a quelques pistes par rapport à ça, que la créatine aurait un rôle plutôt protecteur face à la molécule qu'on appelle la bêta-amyloïde, qui est une molécule en fait qui devient toxique pour le cerveau et qui notamment pourrait être liée à certains mécanismes de pourquoi on en arrive à développer la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, la créatine à la fois serait moins présente lors de la maladie, mais en plus de ça, lorsque la maladie se développe, eh bien la créatine potentiellement aurait aussi un effet protecteur pour éviter qu'elle se développe trop vite. Enfin, voilà, ça reste des hypothèses, mais en tout cas, la créatine aurait des potentiels, enfin du potentiel par rapport à ça. Le problème, c'est que pour le moment, il y a beaucoup d'études animales et non pas sur des êtres humains, tout simplement.
Et donc, on ne peut pas dire en fait si ça a vraiment d'effet ou pas. Pour le moment, on ne sait pas. La maladie de Parkinson, je n'en parle pas tout simplement parce que ça n'a pas du tout de... Enfin, pour le moment, on ne voit pas du tout de potentiel de la créatine. On a essayé, mais pour le moment, les résultats sont vraiment très, très, très peu convaincants. Donc, pas besoin trop de détailler par rapport à ça. Enfin, ce que je voulais parler aussi en autre maladie neurodégénérative, c'était ce qu'on appelle les dystrophies musculaires. Voilà, je cherchais le mot. Donc ça, enfin, les dystrophies musculaires sont généralement liées au système nerveux. Et il semblerait ici, pour les dystrophies musculaires, que la créatine aurait du potentiel chez les jeunes, mais pas chez les adultes ayant des dystrophies musculaires. Pour le moment, pareil, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que les jeunes auraient des effets bénéfiques, mais pas les adultes? Est-ce que c'est lié avec la croissance, le fait que le cerveau ne soit pas encore totalement développé? Voilà, il y a quelques pistes encore une fois, mais on n'a pas encore les réponses. Donc voilà, c'est pour le moment ce qu'on a trouvé. Encore une fois, il manque malheureusement, même pour les jeunes, cet aspect réplication des mêmes protocoles. Donc ça, on ne l'a pas encore. Donc c'est assez flou. Mais en tout cas, il y aurait peut-être des pistes intéressantes à fouiller au niveau de ce genre de pathologie. Ensuite, ce que je voulais aussi parler, c'est par rapport à tout ce qui est problème de mood, donc tout ce qui est bipolarité, etc. Alors, il semblerait y avoir des effets bénéfiques sur les symptômes, c'est-à-dire les symptômes liés à la dépression, etc. Il semblerait y avoir des effets bénéfiques après plusieurs semaines de supplémentation, mais à haute dose. Souvent, dans les protocoles, c'est entre 5 et 20 grammes de créatine par jour, ce qui est plutôt pas mal. Et il semblerait y avoir des effets. Le problème, encore une fois, c'est que déjà, il y a très, 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 très peu d'études sur ces pathologies-là par rapport à la créatine. Et encore une fois, on manque la réplication. Donc voilà. Donc, encore une fois, il y aurait peut-être des potentiels, mais on ne sait pas en détail si ça l'est vraiment. Maintenant, la partie la plus intéressante, je pense, pour la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, c'est la partie sur la cognition et la mémoire. Est-ce que la créatine aurait des effets bénéfiques ou pas sur la cognition et la mémoire? Alors, si on en lit la littérature, on a plutôt tendance à penser que ça aurait des effets bénéfiques chez les personnes âgées, et aussi il y a des hypothèses comme quoi chez les végétariens, ce sera plus bénéfique. Déjà, j'avais envie de mettre les points sur les i parce qu'en fait, ces deux choses-là, et qu'on voit pas mal sur les réseaux, c'est faux pour plusieurs raisons. Déjà, première chose, encore une fois, je le répète, mais ça n'a pas été répliqué. Les protocoles manquent de réplication. Les qualités, enfin, les études ne sont pas si qualitatives que ça. C'est-à-dire que souvent, il y a des surestimations au niveau statistique. On a tendance à dire que la taille d'effet est très importante alors qu'au final, elle est très faible, voire modérée. Voilà, au niveau statistique, c'est vraiment bancal ce genre d'études. Pour le moment, on n'en a pas des super fortes et en plus de ça, il n'y a pas la réplication, donc on ne peut pas dire que tel protocole marche parce que il a juste marché une fois sur 15 personnes. Parce que 15 personnes, encore une fois, ce n'est pas représentatif de toute la population. Alors que là, la cognition et la mémoire, c'est quelque chose évidemment. Si on apprend des choses super positives sur la créatine et la cognition, on se doute bien que une bonne partie de la population va être intéressée. Donc 15 personnes ne suffit pas. Mais en tout cas, chez les personnes âgées, oui, il y a des pistes comme quoi ça améliorerait la mémoire, donc la mémoire épisodique. Enfin, il y a plein de types de mémoire. Mais en tout cas, il y a certaines mémoires qui sembleraient être plus impactées par la prise de créatine que d'autres. Les théories par rapport aux personnes âgées, c'est que les personnes âgées ont moins de créatine dans le cerveau avec la vieillesse et donc le fait de se supplémenter, ça, on va dire, ça pallie ça. Ça n'a pas forcément été accepté comme théorie. Le problème, c'est qu'encore une fois, on manque de données pour dire que ça a été totalement non accepté et à la fois que ça a été accepté. Donc, on reste un petit peu sur nos gardes, on va dire. Et chez les végétariens, en fait, la théorie est fausse parce que les personnes ont tendance à dire que les végétariens ne consomment pas de créatine à partir de l'alimentation, contrairement aux omnivores, et donc ils en ont moins dans leur corps, et donc ils bénéficient plus de la créatine pour leur cerveau. En fait, c'est faux parce que pour les muscles, c'est un petit peu plus vrai. C'est-à-dire que dans les muscles, souvent les végétariens ont moins de créatine, et donc s'ils se supplémentent en créatine, ils pallient un plus gros manque de créatine avant d'avoir des stocks qui sont pleins dans les muscles. Donc peut-être qu'il y a un petit peu plus de bénéfices et encore, les études ne montrent pas non plus une différence qui est significative. Mais au niveau du cerveau, en fait, eh bien oui, les végétariens ont moins de créatine dans leur sérum, donc c'est-à-dire dans leur sang, ont moins de créatine un petit peu moins évidemment dans les muscles, mais
dans les globules rouges également, mais par contre dans le cerveau, il n'y a pas de différence entre les omnivores et les végétariens. Je pense que ça peut s'expliquer, enfin c'est une hypothèse, mais je pense que ça peut s'expliquer parce que le cerveau, c'est souvent un organe que le corps priorise un maximum. Et donc, selon moi, ça paraît assez logique que la créatine qu'on produit de manière endogène, donc avec les acides aminés, l'arginine, la méthionine et la glycine, soit distribuée davantage dans le cerveau avant les muscles, puisque je pense que c'est une fonction qui est primaire et plus importante que la fonction musculaire liée à la créatine. Voilà, ça reste une hypothèse, mais en tout cas pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de différence entre les deux groupes. Et donc en fait, ça fait que la supplémentation en créatine pour les végétariens ne va pas plus bénéficier ce type de population par rapport aux omnivores en ce qui concerne la cognition. Donc, est-ce que la créatine a des effets sur la cognition et la mémoire? La réponse est peut-être, mais je ne peux pas dire oui. C'est-à-dire que souvent sur les réseaux, on a tendance à dire oui, la créatine c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour la cognition. En fait, peut-être, mais le problème c'est que c'est trop pris à cœur malheureusement sur les réseaux. Et en fait, on remarque que que la recherche actuelle n'en est pas du tout à ce stade de dire que oui, c'est sûr, ça a des effets. C'est-à-dire que la créatine par rapport au cerveau, on n'en est pas du tout au stade de la créatine par rapport aux muscles, où là, on sait que ça a des effets sur les muscles, que ça a des effets sur la force. Enfin bref, ça, on le sait, ça a été répliqué des tonnes de fois, c'est super étudié. Mais au niveau du cerveau, pour le moment, on manque vraiment de données. C'est-à-dire que là, ce qui manque au niveau de la cognition et de la mémoire, c'est à la fois que les populations sont très différentes d'étude à d'étude. Des fois, c'est les végétariens, des fois, c'est les personnes âgées, des fois, c'est les personnes jeunes. Et surtout, le dosage est très, très différent. C'est-à-dire qu'il y a des études où c'est 5 grammes, il y a des études où c'est 20 grammes, il y a des études où c'est 8 semaines, il y a des études où c'est 2 semaines. Enfin, c'est très, très différent et on ne peut pas comparer ce type de protocole. C'est pas du tout comparable. Donc, on ne peut pas dire que la créatine est bénéfique pour le cerveau. On peut dire que la créatine est peut-être bénéfique, mais on ne peut pas dire qu'elle est bénéfique. On n'en sait pas encore assez. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Encore une fois, je voulais vraiment insister sur le fait qu'on ne sait pas à 100% et qu'on n'en est pas sûr parce que sinon, encore une fois, tout le monde va se dire la créatine, c'est le supplément du siècle, il faut absolument en prendre. Et même les personnes qui ne font pas de sport, de force, etc., se diront que c'est absolument nécessaire d'en prendre. Encore une fois, non, enfin, du moins, de mon avis, je n'en suis pas du tout à cet avis-là pour le moment. Pour moi, une personne qui ne voit rien de bénéfique par rapport à la créatine au niveau de l'aspect musculaire, donc la force, etc., prendre de la créatine juste pour le cerveau, ça vraiment, vraiment, ça se discute. Peut-être que si on fait des sports de combat avec des risques de traumatisme au niveau du cerveau, peut-être que d'un point de vue préventif, ça coûte rien, on va dire. Si on peut se permettre d'en prendre, pourquoi pas. Mais juste pour la cognition, pour moi, ça reste assez bancal. Donc voilà, voilà un petit peu mon avis. Si évidemment tu veux être accompagné dans ta nutrition, choisir les bons suppléments, manger mieux en fait pour atteindre ton objectif, que ce soit de force, de poids, etc. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour prendre un appel gratuitement avec moi. Encore une fois, rien sans engagement. On discute juste ensemble et on voit ce qu'on peut faire ensemble s'il y a possibilité. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.